Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie chaleureusement Claire Bonnotte-Kellil ainsi que le Centre de recherche du Musée du Château de Versailles de leur invitation qui me permet de vous présenter cette communication sur le musée Nissim de Camondo, l'exemple d'une maison-musée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous changeons complètement d'échelle ici, puisque cette maison-musée présente une problématique évidemment différente de celle des châteaux-musées. Cette recherche inédite explore en effet un pan méconnu de l'histoire des collections du musée et elle trouve sa raison d'être dans les questions qui nous sont souvent posées par les visiteurs qui connaissent le sort tragique des derniers descendants de Moïse de Camondo, sa fille Béatrice, son mari Léon Reynac et leurs deux enfants Fanny et Bertrand, qui ont été déportés et assassinés par les nazis à Auschwitz en 1944 et 1945. Et ils nous posent donc très souvent la question, quel a été le sort du musée pendant la Seconde Guerre mondiale? Les collections ont-elles été spoliées par les nazis? L'hôtel qui les abrite a-t-il été réquisitionné? Par testament rédigé en 1924, le comte Moïse de Camondo, 1860-1935, que vous avez ici photographié en 1900, donc à l'âge de 40 ans, est issu d'une puissante famille de financiers juifs d'origine juive séfarade. Il lègue à l'État, par l'intermédiaire de l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD, ses œuvres d'art décoratif du XVIIIe siècle et l'hôtel qui les abrite, 63 rue de Monceau à Paris, en 1924, sous réserve que ce patrimoine d'exception devienne un musée portant le nom de son fils Nissim, tué en combat aérien en 1917. Après la disparition du collectionneur en 1935, son legs est exécuté et le musée Nissim de Camondo est inauguré avec succès le 21 décembre 1936. Vous avez ici la vue du Grand Salon dans l'article qui est consacré à cette inauguration dans l'illustration le 26 décembre, numéro du 26 décembre 1936. Suite à la convention signée avec l'État en 1920, les collections de l'UCAD ont en fait un statut national, imprescriptible et inaliénable. Celle du musée Nissim de Camondo échappe ainsi aux spoliations des nazis sous l'occupation. De même, l'hôtel de la rue de Monceau, propriété de l'État, n'est réquisitionné ni par les Allemands ni par les autorités françaises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les collections de l'UCAD suivent de fait le sort de celles des musées nationaux. Celles du musée Nissim de Camondo sont évacuées à l'automne 1939 vers les châteaux de l'ouest de la France, transformés en dépôts d'œuvres d'art. Il s'agit des châteaux de Cheverny, Chambord, Valençay et Brissac. Elles y demeurent durant tout le conflit et réintègrent le musée sans dommage en 1945 et 1946. Outre la riche bibliographie relative à l'histoire des musées français sous l'occupation, les sources suivantes ont été dépouillées. D'une part aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, le Fonds des musées nationaux, et d'autre part au MAD, c'est-à-dire à l'UCAD, les archives de l'UCAD et celles du musée Nissim de Camondo, peu exploitées jusqu'ici pour cette période. S'y ajoutent les archives personnelles de M. Jean Meslay, 1898-1992, qui fut nommé assistant en charge du musée Nissim de Camondo, faisant fonction de conservateur le 1er juin 1943. Et je remercie son petit-fils Frédéric Jangot de m'avoir communiqué ses archives. Ici, vous avez sa carte d'attaché au musée des arts décoratifs vers 1930. Il était licencié en droit, auditeur de l'école du Louvre et il est l'auteur de la première édition du catalogue du musée Nissim de Camondo paru en 1936. Il va donc être assistant faisant fonction de conservateur du musée le 1er juin 1943 et ses archives sont précieuses pour retracer son activité sous l'occupation, particulièrement ses agendas qui ont été conservés par sa famille de 1938 à 1946, ce qui est tout à fait inouï. Par ailleurs, les souvenirs de Madame Beauguérin, Madame Catherine Beauguérin, née en 1928, fille de Jacques Guérin, 1881-1962, qui en 1939
et conservateur adjoint des musées de l'UCAD, constitue un rare témoignage sur cette sombre période. De rares photographies nous ont été communiquées par son fils, M. Sébastien Beau, que je remercie. Ici, une photographie la montrant avec son père, Jacques Guérin, sur les marches de l'escalier de la cour des autos de l'ancien hôtel Camondo, juste après la guerre. Docteur en droit et diplômé d'HEC, Jacques Guérin est conservateur adjoint donc des musées des arts décoratifs et Nissim de Camondo en 1939. À ce titre, il bénéficie d'un logement de fonction au 61 bis rue de Monceau et pendant la guerre, il l'occupe un mois par trimestre, alternant des séjours parisiens avec ses gardes du dépôt de Cheverny qu'il dirige en permanence de 1939 à juin 1941. Mais Jacques Guérin va être contraint de rentrer à Paris très fréquemment en raison de l'état assez âgé de Louis Mettmann, j'y reviendrai. Et en fait, c'est beaucoup Jean Messelet qui habitait à Contres pendant l'occupation, qui avait une villa à Contres, à une dizaine de kilomètres de Cheverny, qui va le remplacer à plusieurs occasions. Alors, comment a été préparée l'évacuation des collections de l'UCAD et plus particulièrement celle du musée Nissim de Camondo? En 1934, Georges Huysmans, directeur général des Beaux-Arts, demande à Louis Mettmann, conservateur du musée des arts décoratifs, de dresser un plan de mobilisation en cas de guerre en lien avec celui déjà établi pour les musées nationaux. Ce plan doit comporter une évacuation partielle des collections vers un lieu à déterminer et une estimation du nombre de caisses nécessaires. Il lui est remis le 16 juillet 1936. Ici, vous avez un portrait de Louis Mettmann par Léon Gare en 1918. Louis Mettmann, licencié en droit et conservateur du musée des arts décoratifs depuis 1898. C'est l'organisateur du transfert des collections de l'UCAD au pavillon de Marsan qui est inauguré en 1905. Sous sa direction, le musée se développe considérablement. Il réalise notamment plus de 170 expositions sous cette direction. Il sait susciter les dons et faire naître les legs, tel en 1924 celui du comte Moïse de Camondo, qui est son contemporain et ami. En 1939, Louis Mettmann est néanmoins âgé de 77 ans. Il reste à Paris avec son fils, Charles-Bernard Mettmann, qui est attaché de conservation en charge du musée Nissim de Camondo, mais qui est aussi conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine depuis 1935, et cette fonction va aussi beaucoup l'occuper. Jacques Guérin est en réalité le collaborateur le plus étroit de Louis Mettmann, d'où les séjours fréquents qu'il va faire à Paris à partir de 1940-41. Le 10 juin 1937, Jacques Guérin, conservateur adjoint, remet un projet d'évacuation similaire à celui du musée des arts décoratifs pour le musée Nissim de Camondo à Georges Huysmans. Il précise qu'hormis une très petite cave pouvant servir à entreposer des pièces lourdes et sans grande valeur, tous les autres objets sont de première qualité et doivent être également mis à l'abri. Un devis de la maison de Chenu est joint à ce courrier. Il s'élève à 115 500 francs pour l'emballage des œuvres en 387 caisses. Ce chiffrage ne comprend pas le démontage des tapisseries ni la dépose des sculptures et des boiseries qui demandent une main-d'œuvre spécialisée. En septembre 1938, en raison de la menace de guerre imminente, a lieu une évacuation partielle des musées parisiens. Des sacs vides, du sable et des masques à gaz sont livrés préventivement au musée de l'UCAD. Les 29 et 30 septembre 1938, la signature des accords de Munich stoppe la mise en caisse des objets les plus précieux. Le 18 octobre, Louis Mettmann adresse un rapport à Georges Huysmans sur ces opérations. Je le cite. Au musée Nissim de Camondo, conformément au projet établi, tous les objets devant être évacués, il n'a été établi que 3 catégories. Sur les 1000 objets environ composant le musée, près de 750 ont été mis en cave pour être emballés, notamment toutes les orfèvreries, toutes les porcelaines, tous les bronzes, toutes les sculptures et peintures, les principaux tapis, les principaux meubles. Alors ici, vous avez une vue des œuvres du Grand Salon et du Salon des Huées principalement, qui ont été descendues dans le local qu'on appelle le local de rinçage des bouteilles, qui se trouve à côté des caves à vin, au sein de l'hôtel Camondo. C'est une vue qui porte en bas à droite la mention 64 Cam, qui fait référence à une série de vues des salles du musée réalisées en 1936
Donc, elle a vraisemblablement été réalisée également en 1936, mais elle permet d'évoquer ici ce qu'a pu être justement la mise à l'abri des collections en septembre 1938. Et vous reconnaissez notamment parmi les œuvres rassemblées ici le secrétaire à cylindre de Jean-François Hubel, le bonheur du jour de Martin Carlin, le fauteuil attribué à Jean-René Nadal, fauteuil du bureau en cuir, au premier plan celui estampillé de Michard, enfin une réunion de chefs-d'œuvre de la collection. Le rapport de Louis Mettmann de 1938 souligne déjà plusieurs dysfonctionnements et particulièrement les dates de réquisition trop tardives des emballeurs et des camions, ainsi que le nombre de caisses insuffisant. Toutes ces informations sont précieuses lorsque, en 1939, à l'automne 39, va être décidée l'évacuation des collections. Effectivement, le 23 août 1939 est signé le pacte germano-soviétique. La guerre paraît dès lors inévitable. Le 24 août, Jacques Guérin adresse un télégramme à tous les membres de la conservation de l'UCAD pour leur demander de rentrer à Paris en urgence. Ordre est donné à 18 h de fermer le musée et d'emballer. Les musées nationaux ferment le 25 août. Ici, la semaine du 25 au 30 août 1939 de l'agenda de Jean Meslay, qui indique à la date du vendredi 25, 7h30 musée, 8h début déménagement, 10h Banque de France, agence centrale. Alors, il va aller effectivement beaucoup à la Banque de France, notamment pendant l'occupation. 13h30, musée arrivée de Madame Amic, donc qui est Yolande Amic, qui est attachée au musée des arts décoratifs en 1939. 6h, fini le rose et parti du vert. Les couleurs rose, vert, bleu ainsi que verte et bleu sont les couleurs d'évacuation d'urgence des œuvres du musée des arts décoratifs. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. En application du plan de 1937, les œuvres du musée Nissim de Camondo ont été classées en 3 catégories à l'aide d'un code de couleurs qui est reproduit sur la couverture d'un précieux exemplaire du catalogue du musée, annoté en septembre 1939. Vous avez en bas à droite la mention en rouge première urgence, en bleu deuxième urgence, sans marque ou en gris troisième urgence. S'y ajoutent les mentions SP pour emballer sur place et CV pour cave, cam, cave, camando. Donc, sont indiqués en face de chaque objet le numéro de la caisse qui le contient et la couleur de celle-ci. Vous avez ici, pour ce qui concerne certaines des œuvres du Grand Salon, et notamment le numéro 126, qui est le bonheur du jour de Martin Carlin, eh bien, l'indication qu'il sera emballé dans la caisse numéro 3, donc celle qui part dans les premiers convois, avec une priorité rouge. En revanche, page 44, la paire de meubles d'appui CAM 123 est emballée dans des caisses marquées en bleu, les numéros 45 et 46. La caisse 47, c'est celle des marbres de chacun de ces meubles d'appui. Enfin, le numéro CAM 125, paire d'encoignures non estampillées, sera descendu à la cave puisqu'on voit en face les 2 mentions CV, j'y reviendrai. Du 29 août au 3 octobre 1939, les collections du musée Nissim de Camondo, confiées à la garde des musées nationaux, sont évacuées au sein de 15 convois vers les châteaux de Cheverny, Chambord, Valençay et Brissac, et au total 311 caisses partent vers ces dépôts, alors certaines avec une station plus ou moins longue à Chambord qui sert effectivement de lieu de triage et de transfert vers les dépôts secondaires de la région. Parallèlement, 237 caisses et 209 colis du musée des arts décoratifs sont transférés vers les châteaux de Chambord, Cheverny, Fougères-sur-Bièvre et Valençay. Ici, une caisse d'évacuation des œuvres du musée des arts décoratifs vers le dépôt de Chambord que nous avons retrouvé récemment dans les réserves avec l'étiquette justement ministère de l'Éducation nationale, château de Chambord, Loret-Cher. Elle était priorité verte, enfin on sait même exactement ce qu'il y avait potentiellement à l'intérieur. Grâce aux listes de colisage. Alors les listes de colisage des archives des musées nationaux ne mentionne pas le détail des caisses du musée Nissim de Camondo.
En revanche, ce détail est mentionné sur les listes qui sont conservées dans les archives de l'UCAD et vous avez à gauche un exemple du départ du 31 août 1939, le deuxième départ, donc qui comprend 29 caisses en 2 voitures. Alors, il y a effectivement mentionné l'immatriculation des camions, le nom des entreprises, Bedel à gauche et Richard à droite, le nom des chauffeurs et même sur certains documents, vous avez les adresses des chauffeurs. Donc, si l'on prend l'exemple de la caisse numéro 327, par exemple, eh bien, à droite figure le détail de cette caisse, qui est une caisse marquée en rouge avec, pour mieux visualiser, une partie des œuvres qui s'y trouvent. Vous avez ici des petites boîtes particulièrement précieuses, tabatières, boîtes à mots, cheffadées, montres en forme de mandoline, qui sont destinées au dépôt de Cheverny. Cette destination nous est connue grâce à 4 carnets de format à l'italienne qui sont conservés dans les archives du musée Nissim de Camondo et qui fédèrent toutes ces informations, à la fois date de départ, liste de colisage, contenu des caisses et même à l'intérieur de chacune de ces caisses, les numéros d'inventaire, désignation, lieu de conservation permanente au sein du musée des œuvres de Camondo. Alors, certaines œuvres ont été effectivement non transférées dans les dépôts et pour plusieurs d'entre elles descendues à la cave dans le local de rinçage des bouteilles que je vous ai montré tout à l'heure notamment. Et parmi celles-ci figure la paire d'encoignures de Claude-Charles Saunier, CAM 125, dont nous avons vu qu'elle n'était pas estampillée au catalogue de 1936, mais son estampille a été découverte dans les années 90 à l'occasion d'une restauration, et ce sont donc des œuvres de l'année 1700, enfin vers 1780, et non pas des œuvres nées au XVIIIe, comme on pouvait le penser en 1939. Sont également descendues dans la cave des colonnes de pierre dure ou de marbre, plusieurs vases de porcelaine de Chine et les dessus de marbre de nombreux meubles évacués vers les dépôts. Enfin, certaines œuvres intransportables ont été emballées sur place, comme les vases du jardin et de la cour d'honneur ou les fontaines de marbre de la galerie du rez-de-chaussée bas et de la salle à manger. En revanche, les boiseries et les cheminées ne semblent pas avoir bénéficié d'une protection particulière car aucune mention ne figure sur le catalogue annoté en 1939 et les boiseries sont donc restées sur place pendant toute la guerre. Mais plusieurs documents font état d'une réclamation quant à la demande de mazout pour pouvoir chauffer le musée pendant cette période et cette initiative a certainement dû contribuer à les protéger pendant la durée du conflit. Enfin, les livres de la bibliothèque qui font partie du legs mais ne figurent pas dans le catalogue du musée publié en 1936 semblent avoir été placés dans des coffres, comme l'indique une note de Jean Messelet dans son agenda en 1944 lorsque Jacques Guérin lui demande d'en faire l'inventaire. Quelle a été la répartition des œuvres dans les dépôts? Au dépôt de Cheverny, tout d'abord, Cheverny, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est un château privé qui appartient sous l'occupation au marquis Philippe Hureau de Vibray, eh bien, sont évacuées les œuvres les plus précieuses du musée Nissim de Camondo, emballées dans 27 caisses marquées en rouge qui partent dans les premiers convois. On compte parmi celles-ci le Bonheur du jour de Martin Carlin, le vase balustre en laque dont on ignore alors qu'il provient des collections de Madame de Pompadour, la paire de vases en bois pétrifié dont l'appartenance à la reine Marie-Antoinette n'a pas encore été découverte, le bureau à cylindre de Jean-François Euben, les exceptionnelles pièces d'orfèvrerie de table de Jacques-Nicolas Retier et de Robert-Joseph Auguste, ainsi que les 8 esquisses de Jean-Baptiste Oudry pour les cartons de tapisserie de la tenture des chasses de Louis XV. Au total, 70 caisses sont conservées à Cheverny pendant la guerre. Vous avez ici, donc, à gauche, le carnet de format italienne du château de Cheverny, du dépôt de Cheverny.
avec donc pour le 31 août 1939, la caisse numéro 3 et en bas à droite, le bonheur du jour de Martin Carlin. Le responsable du dépôt de Cheverny en 1939 est Jacques Guérin, conservateur adjoint des musées de l'UCAD, qui va être remplacé à plusieurs reprises à partir de janvier 40 par Jean Messelet, dont je vous ai mentionné qu'il possédait une villa à Contres, villa qui va être occupée par les Allemands, mais il va trouver à se loger ailleurs dans cette commune. Et par ailleurs, Jean Messelet bénéficie d'un véhicule et il va faciliter les transferts de personnel d'un dépôt à l'autre entre Cheverny et Fougères-sur-Bièvre, accompagnant les uns et les autres à la gare de Blois, pardon. Et ça va donc être un précieux secours pour le roulement, justement, au sein des dépôts des personnels de la conservation qui vont se relayer notamment à Cheverny. Et à partir de juin 41, Jacques Guérin, qui est quand même beaucoup appelé à Paris pour le musée des arts décoratifs qui ne possède plus ses collections, mais qui va réouvrir assez rapidement et organiser des expositions pendant la guerre. Eh bien, Jacques Guérin, à partir de juin 41, est remplacé par Hans Haug, le conservateur du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, qui a été mis à la disposition des musées nationaux parce que expulsé d'Alsace par les nazis, et qui est également conservateur du musée de Sèvres. Et c'est lui qui va devenir le chef permanent du dépôt de Cheverny à partir de juin 1941. Le dépôt de Valençay, maintenant. Valençay est aussi un château privé qui est la propriété du duc Archambault-Boson de Talleyrand-Périgord, duc et prince de Sagan. C'est un dépôt majeur du musée du Louvre, en particulier pour la sculpture antique. Victoire de Samothrace, Vénus de Milo y sont notamment conservés. Le dépôt de Valençay est dirigé par Karl Dreyfus, le fils du collectionneur Gustave Dreyfus. Karl Dreyfus, qui est conservateur en chef du département des objets d'art du Louvre depuis 1933 et qui dirige donc ce dépôt de Valençay en 1939. Vous avez ici un buste de Karl Dreyfus par Paul Paulin du département, qui est conservé au département des objets d'art du Louvre. Et je remercie Alice et Sylvia Léger de me l'avoir signalé parce que c'est un buste qui n'est pas très connu. Karl Dreyfus est un ami proche de Moïse de Camondo. Il est l'auteur de la préface du catalogue du musée Nissim de Camondo, publié en 1936. Suite à la loi portant statut des Juifs du 3 octobre 1940, il est cependant mis d'office à la retraite par les musées nationaux et remplacé début 1941 par Gérald van der Kamp, mais il va continuer de correspondre avec Jacques Guérin notamment, et il est également assez proche, je crois, de Gaston Brière. Il va devoir se cacher pendant toute la durée de la guerre. Pierre Chaumer parle d'un refuge qu'il a trouvé près de Châteauroux dans ses carnets. Alors, le dépôt de Valençay abrite 6 caisses du musée Nissim de Camondo marquées en rouge qui sont évacuées également dans les premiers convois. Elles comprennent des œuvres majeures telles la paire d'encoignures en lac de BVRB que vous voyez ici, une de ces encoignures, et le tapis de la savonnerie du Salon des Huets. Au total, 48 caisses du musée Nissim de Camondo sont évacuées à Valençay. Au château de Chambord, maintenant, qui est un domaine et un château qui appartiennent à l'État depuis 1930, Chambord sert de dépôt principal des musées nationaux. Il est dirigé de 1939 à 1946 par Pierre Chaumer, qui est secrétaire de la Réunion des musées nationaux. 6 caisses marquées en rouge sont évacuées à Chambord. Elles abritent notamment des tapisseries et des tapis, dont le précieux exemplaire en savonnerie pour la grande galerie du Louvre qui est habituellement exposée au sein du grand salon au musée Nissim de Camondo. Parmi les 18 caisses marquées en bleu, on compte le service Lefebvre aux oiseaux buffons en porcelaine de Sèvres que vous avez ici en bas à droite. On s'étonne aujourd'hui qu'il soit marqué en bleu parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre de la collection. Vous voyez sur la page du carnet qui se trouve à gauche des notations au crayon qui sont celles de Jean Messelet
Ce sont des notations qui concernent l'état de conservation au retour des œuvres en 1946 et elles figurent sur tous les carnets de chacun des 4 dépôts. Au total, 38 caisses sont entreposées à Chambord pendant la guerre, ce qui en fait le dépôt le moins important en nombre pour le musée Nissim de Camondo. Par ailleurs, en décembre 1941, les 235 colis et caisses du musée des arts décoratifs qui ont été évacués à l'automne 1939 au château de Fougères-sur-Bièvre, qui se révèle trop humide. C'est un château où sous le château passe un canal de dérivation de la Bièvre, justement. Eh bien, ces caisses du musée des arts décoratifs sont transférées au château de Chambord. Au dépôt de Brissac, Brissac est un château privé qui est situé en Anjou et qui appartient au duc Pierre de Crécy-Brissac sous l'occupation. Il est qualifié de plus haut château de France. C'est aussi le principal dépôt du musée de Versailles avec près de 400 œuvres et il abrite également une large majorité de collections privées. Son conservateur et son directeur de dépôt est Gaston Brière, conservateur en chef honoraire des musées de Versailles et de Trianon. Il est chef de ce dépôt de 1939 à 1946 et son adjoint en 1939 est Paul Alfassa, 1876-1949, qui est conservateur adjoint du musée des arts décoratifs. C'est un parent éloigné de Moïse de Camondo, puisque son père, Samuel Alfassa, était un demi-frère de Léon Alfassa, qui a épousé Clarisse de Camondo, la sœur du comte Isaac de Camondo. Paul Alfassa, qui est un juif converti, va s'enfuir dès l'invasion allemande, dès l'été 1940, au château de Saint-Blancard dans le Gers, qui est un château transformé en dépôt par les musées nationaux. Et il va même y arriver avant même que les œuvres, les caisses y soient parvenues. Et puis, il va démissionner ensuite de l'UCAD en 1941. Avec 155 caisses marquées en noir sauf une, évacuées en majorité dans les derniers convois, Brissac est le dépôt le plus important en nombre du musée Nissim de Camondo. Ces caisses représentent en effet, je cite Jacques Guérin, près de la moitié du musée Camondo. Elles abritent du mobilier d'ébénisterie et de menuiserie volumineux et généralement non estampillés, des bronzes d'ameublement, des tapis et tapisseries d'Aubusson ainsi que des peintures. Vous avez ici une vitrine d'une paire estampillée de RVLC, qui est une des vitrines du Petit Bureau, avec la mention au retour en 1946, j'y reviendrai, marqué très soulevé, morceau manque bas gauche, et le paraphe de Charles Bernard Mettmann. La plupart des caisses de Brissac sont conservées dans les grandes remises et les écuries qui offrent l'avantage d'être de plein pied alors que le château lui-même est très élevé et donc il y a des escaliers à franchir qui constituent autant d'obstacles. Alors qu'en est-il maintenant du musée Nissim de Camondo sous l'occupation ? Entre 1940 et 1947, le musée fait l'objet de 6 tentatives de réquisition. Le 23 septembre 1940, Louis Mettmann écrit au comte Wolf Metternich, qui dirige le Kunstschutz, pour lui demander d'établir un ordre d'exemption d'occupation, sans doute lié à une menace de réquisition. Et vous avez ici cette pancarte avec cet ordre d'exemption du 30 septembre 1940 qui fait vraisemblablement suite à cette demande. Elle est conservée au musée Nissim de Camondo. Et par ailleurs, pour abriter les collections, pour abriter le pillage des collections juives, l'occupation du musée est aussi envisagée à la fin de l'année 1942 par le Kunstschutz pour le compte de l'ERR de Rosenberg. Cette menace est contrée efficacement par Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux, et vous avez ici l'ordre d'exemption du 15 janvier 1943 qui fait vraisemblablement suite à cette nouvelle menace. Par ailleurs, le 3 février 1944,
Une autre menace émane cette fois-ci du ministère de l'Intérieur. Une note de Jacques Guérin, successeur de Louis Mettmann, qui disparaît le 13 avril 1943, est adressée à Abel Bonnard, secrétaire d'État à l'Éducation nationale. Elle rappelle les clauses du testament du comte de Camondo, non-affectation du musée même partielle à un autre usage, et l'engagement de l'État à les respecter. Elle indique qu'il y a déjà eu 2 tentatives de réquisition du ministère de l'Intérieur, mais que même les Allemands n'ont pas occupé le musée et qu'en plus, ils ont effectivement fait apposer des ordres d'exemption d'occupation. Et donc, l'affaire reste sans suite, mais le 10 janvier 1945, Jacques Guérin écrit à nouveau à Jacques Jojard au sujet d'une 6e demande de réquisition émanant du ministère de la Guerre, qui elle aussi n'aura pas de conséquences. Le retour des collections s'effectue à partir du 28 septembre 1945 et environ 150 caisses reviennent des dépôts de Cheverny, Chambord et Valençay jusqu'à la fin de l'année 1945. Celles de Brissac sont rapatriées du 16 janvier au 2 avril 1946. Toutes sont réceptionnées par Jean Meslay et par Charles-Bernard Mettmann, devenu conservateur des musées du Cadre le 1er juin 1943. Cette nomination fait suite au décès de son propre père. Tous les deux rédigent, comme je vous l'ai indiqué, des constats d'état sommaires au crayon sur les 4 carnets de format à l'italienne. Et sur celui de Brissac, on relève plusieurs mentions de mythes, moisissures et soulèvements de plaquage, sans doute liés à la conservation dans les écuries et les remises des caisses des œuvres de Camondo, mais il n'y a aucun dommage notable. On note juste un marbre cassé par les Allemands à Cheverny sur l'une des encoignures de Feuerstein qui est habituellement exposée dans le grand salon. En mars et avril 1946, des prises de vue des œuvres sont réalisées par 3 photographes du groupe des 15, René Servant, Emmanuel Souget et Marcel Bovis. J'ai retrouvé ces mentions dans le livre des dépenses du musée Nissim de Camondo et plusieurs de ces photographies sont aujourd'hui conservées au musée. Vous avez ici par René Servant en mars 1946 le lustre à 15 lumières de la salle à manger, ou bien ici le guéridon en bronze doré et ciselé de la fin du XVIIIe siècle, qui est présenté de façon assez décorative sur le tapis du grand bureau avec en fond l'un des paravents du grand bureau. Et également ici, le bras de lumière d'une série de 8 par Jean-Louis Prieur, également photographié en mars 1946. Mais les photographies qui traduisent le mieux la réinstallation du musée sont celles de Marcel Bovis, avec ici le bas d'armoire de Jean-François Leleu. Vous voyez qu'au-dessus, les tapisseries des fables de La Fontaine n'ont pas encore été réinstallées, mais les boiseries qui n'ont pas bougé sont bien en place. Ici, un bras de lumière d'une série de 4 exposés dans le grand bureau, ou bien les lustres du grand bureau, du grand salon et du salon des Huets. Le 21 juin 1946, le musée Nissim de Camondo est inauguré par Georges Salle, directeur des musées de France. Après plus de 7 ans de fermeture, il rouvre ainsi dans un état miraculeusement intact. Vous avez ici le carton d'invitation à cette inauguration qui concerne également l'inauguration de nouvelles salles au musée des arts décoratifs. Celui-ci a réouvert avec ses collections rapatriées des dépôts le 2 avril 1946. Après la guerre, les conservateurs qui ont vaillamment veillé à la sauvegarde des collections vont faire une longue et brillante carrière. Ici, Jacques Guérin, qui va poursuivre sa carrière au Musée des Arts Décoratifs jusqu'en 1962, ici lors d'un vernissage de l'exposition France-Égypte en 1949, et Jean Meslay, photographié ici par le studio Harcourt vers 1950, va se consacrer jusqu'en 1968 à l'étude des œuvres du musée Nissim de Camondo, à leur restauration, et va publier 4 éditions enrichies du catalogue du musée en 47, 54, 60 et 66, qui nous servent encore de référence aujourd'hui pour notre travail de conservation. Je vous remercie.